Bonjour à toutes et à tous. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo histoire et cette fois-ci on revient avec du lourd puisqu'on va étudier un phénomène socio-historique passionnant et méconnu, les pirates japonais, les Wako. Et oui, car si on connaît bien les fameux pirates occidentaux, les pirates des Caraïbes notamment, on sait beaucoup moins que le même phénomène a eu lieu en Asie et qu'il est d'origine japonaise. Alors je vais essayer d'être précis dans cette vidéo, mais aussi synthétique, puisqu'il faut savoir que les pirates japonais ont semé la terreur sur les mers asiatiques de 1414 après JC jusqu'en 1639, ce qui nous fait une période historique d'à peu près 1225 ans. Allez moussaillons, hissons les voiles dès à présent direction le Japon au 5e siècle pour une vidéo sur les Wako, les pirates japonais, sur Tout est bon dans le Japon. Alors, petite précision avant de commencer, il y aura pas mal de termes coréens et chinois dans cette vidéo, or ne connaissant aucune de ces deux langues, je risque de les écorcher vifs. Je vous demande donc de ne pas me vilipender si vous parlez le coréen ou le chinois. Merci beaucoup. Le terme japonais Wako viendrait à la fois du chinois Wokou et du coréen Waegu. Le premier des deux idéogrammes, des deux kanji constituant ce terme, vient de l'ancien nom qu'on donnait au Japon, à savoir le pays de Wa. On sait de cette façon donc d'où provenaient les pirates asiatiques, du moins au début. Le terme Wako apparaît pour la première fois sur une stèle du roi Gwangateo, du royaume de Goguryeo, retrouvé en Mandchourie du Sud en 1414 après JC. Par la suite, la piraterie se dissipera au milieu du XVIe siècle. Le phénomène se propagera à tous les pays de l'Asie maritime et aux Portugais. Oui, aux Portugais. Les Wako ont grandement entaché la réputation du Japon, puisqu'il faut savoir qu'auparavant, les Japonais n'étaient pas du tout vus comme un peuple de tueurs sanguinaires, mais plutôt comme un peuple pacifique et de bonne compagnie. En effet, suite aux échanges commerciaux menés sur le continent par des nobles, des médecins ou des bouddhistes, la Chine qualifia en 719 le Japon de « pays de gentlemen où les gens sont prospères et heureux et où l'étiquette est scrupuleusement observée ». D'ailleurs, on dit souvent que les pirates japonais auraient incité les Coréens à la piraterie à force de les affamer, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'en effet, les Coréens menaient déjà des raids meurtriers au Japon au 9e siècle. Les Wako, quant à eux, faisaient à cette époque des petits coups sur divers îlots de l'archipel nippon. Rien de bien méchant donc, jusqu'en 862. Car à cette époque, les Wako prennent la confiance et s'attaquent alors aux bateaux transportant les taxes des impôts, payés à l'époque en coco de riz. En même temps, la mer de Seto, c'est 7000 km de côte et plus d'un millier de petites îles qui permettent de se planquer et de piller des commerçants de passage ou les villages côtiers. Mais les nobles de l'ouest du pays se plaignent à la cour de l'empereur. Celui-ci envoie alors les samouraïs faire le ménage et se débarrasser des Wako. Ces redoutables guerriers vont alors à cette occasion apprendre l'art de la navigation, ce qui leur sera fort utile lors des invasions mongoles de 1274 et 1281. Mais ça, c'est une autre histoire. Les pirates coréens se raréfièrent, mais c'est alors que les pirates de Mandchourie, les Jurchen, vinrent non seulement piller les côtes japonaises, mais enlevèrent également grand nombre de japonaises et de japonaises. Mais en 1019, les Jurchen, sur le chemin du retour, furent attaqués par la flotte coréenne, qui reprirent les captifs japonais et les rendirent au Japon. Ce geste eut un réel impact, puisque sur près de 2 siècles, les samouraïs firent la chasse aux pirates. Au cours de ces chasses, une famille en particulier se démarqua, les Taira, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Tomoe Gozen. Eh oui, tout est lié. Mais un officiel déclara qu'après tout, bon, c'était une période de maigre récolte. Et oui, logique, puisque plus les récoltes sont faibles, plus les paysans et les pêcheurs crèvent la dalle, et donc plus ils vont aller piller les collecteurs d'impôts pour survivre. Tout simplement. Donc vous l'aurez compris, plus les récoltes sont maigres, plus la piraterie est importante. Pour faire court, les Taira furent tellement efficaces lors de la chasse aux pirates qu'ils furent déclarés protecteurs des mers par l'empereur, ce qui étendit grandement leur champ d'action. Ils protégèrent le commerce avec la Chine, et quelle chance, puisque le commerce et la contrebande vont souvent de pair. Par conséquent, ils s'enrichirent énormément par ce biais. Et qu'est-ce que c'est-il qu'ils ont fait avec tout ce pognon? Ils déclenchèrent une guerre de pouvoir avec une autre puissante famille de cette époque, les Minamoto, qu'on a eux aussi vu dans la vidéo sur Tomoe Gozen. C'est la guerre de Genpei, 1180-1185, dont on reparlera plus en détail ultérieurement. Oui. Bref, si les Taira ont plutôt bien géré au début du conflit, c'est finalement les Minamoto, non sans peine, qui en sortirent vainqueurs. Cette guerre démontra donc l'importance de la puissance militaire sur les mers et du contrôle des marins et pirates. Et pour cause, avec la défaite des Taira qui avaient la main mise sur les pirates, plus personne n'était là pour les gérer ces gars-là. Du coup,
Au XIIIe siècle, pour la première fois, ils mirent les voiles vers d'autres horizons. Ce fut alors le début des emmerdes pour les Coréens puisqu'ils furent la première cible des Wako. En effet, le pays était affaibli par des guerres intestines entre trois royaumes, Goguryeo, Baekje et Silla, sans compter les Mongols qui gagnaient du terrain et ravageaient le pays au nord en 1218. Les îles de Tsushima et Iki, qui étaient à quelques miles de la Corée, étaient des endroits idéaux pour lancer des attaques. Et c'est précisément ce que les Wako firent entre 1223 et 1227. Les Coréens se plaignirent alors aux autorités japonaises de tout ce bordel, et en réponse, le Japon décapita 90 Wako devant les envoyés coréens. Ce geste calma la situation, pour 2 ans seulement, puisqu'en 1929, les Wako revinrent en force. En 1274 et 1281, les Mongols tentèrent d'envahir le Japon, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Sachez simplement que lorsque Kubilai Khan s'intéressa au Japon, les Coréens décrivirent les Japonais ainsi. Un pays plein d'or, mais habité par des gens cruels et assoiffés de sang. Ouais, les Japonais c'est des vampires quoi. Bon, n'empêche que ça claque. Bref, pour l'instant, retenez seulement que la flotte mongole fut en partie décimée par un typhon en 1281. À partir du milieu du XIVe siècle, c'est la méga guerre civile au Japon entre la cour du Nord et la cour du Sud. De terribles famines ravagent les côtes et donc forcément les Wako se renforcent, puisque plus de famines, plus de pirates. Il fut alors pendant 25 ans de nombreux raids sur la Corée à raison de 5 par an, et quand ils étaient en grande forme, ça pouvait être 40 raids par an entre 1367 et 1384. Alors autant vous dire que la Corée elle est démolie du nord au sud, puisque cette fois-ci ce ne sont plus des petites attaques, non. On parle de bandes de 3000 hommes qui pénètrent dans les terres et pillent le riz des collecteurs de taxes. Les pirates mirent la dynastie de Goryeo à genoux. C'est pourquoi l'un de ses généraux, Yi Seong-ye, repoussa une grosse attaque de Wako à coups de canon dans l'embouchure de la rivière Gum en 1380. 9 ans plus tard, il détruisit près de 300 navires, incendia de nombreux villages et libéra près d'une centaine de captifs coréens en guise d'attaque préventive. Ah, ça déconne plus du côté coréen! En 1392, ce même général se fit nommer Taejo et fonda la dynastie Joseon. 30 ans plus tard, les Coréens décidèrent qu'il fallait raser Tsushima définitivement de toute présence humaine. Et pas moins de 200 grands navires tortues, oui je sais c'est éclaté au sol comme nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle, et une armée de 17 000 hommes fut mobilisée pour mener l'opération. Les Japonais appelèrent cette attaque l'invasion d'Oe. Alors rien à voir avec Oe Katsushika pour ceux qui auraient vu ma vidéo sur le sujet. Les Coréens attendirent que les Wako eurent quitté l'île avant d'attaquer. Le daimyo local, Sosadamori, organisa un mouvement de résistance à l'aide de samouraïs et de la population de l'île. Mais les forces étaient beaucoup trop inégales et Sosadamori demanda alors un entretien avec les généraux coréens afin de tenter le tout pour le tout en rusant. Il commença par flatter les Coréens, les caressant dans le sens du poil quant à leurs aptitudes guerrières, pour ensuite les prévenir, en tant qu'amis bien sûr, qu'un énorme typhon allait s'abattre sur l'île et les balayerait tous. Je vous avais dit de garder en tête le fameux typhon qui ravagea la flotte mongole en 1281, et bien sachez que ce fut si marquant que les Coréens, qui étaient alors sous leur coupe lors de l'invasion du Japon, s'en souvinrent et décidèrent de faire demi-tour. En réalité, évidemment, c'était une ruse, il n'y eut aucun typhon, mais une grande victoire célébrée encore aujourd'hui sur l'île de Tsushima. Mais Sosadamori a quand même eu vachement chaud. Aussi entreprit-il de s'occuper des Wako. Les samouraïs reprirent alors la chasse aux pirates, tandis que les relations Corée-Japon s'arrangeaient. En 1443, le traité de Kakitsu permit de retrouver des échanges fructueux entre les deux pays. Cependant, si la Corée put enfin retrouver la paix pendant quelques temps, la conséquence très prévisible de ce traité fut que les Wako se dirigèrent à présent vers les côtes chinoises. Mais ce que nul ne put prévoir, c'est à quel point les Wako allaient devenir puissants lors de leurs nouvelles aventures. Au même moment que les attaques sur la Corée, les Wako prennent de nouveau la confiance et entre 1308 et 1311, ils entreprennent leur premier raid sur la Chine dans la région de Ningbo. En 1358, les pirates opéraient sur les régions de Shandong et Jiangsu et allèrent même jusqu'au delta de Yangtze. En 1368, cependant, la situation changea puisque la dynastie Ming l'emporta sur les Mongols. Ils envoyèrent alors dans toute l'Asie, comme il était coutume depuis des siècles, des ambassadeurs pour annoncer le changement de dynastie. En 1369, un ambassadeur chinois apporta une lettre au Japon, une lettre on ne peut plus claire dans laquelle la Chine demande au Japon soit de devenir un état vassal de la Chine, soit de mettre un terme à la piraterie. La lettre stipulait également que si la piraterie persistait, la Chine ordonnerait à ses officiers de faire voile vers le Japon. Évidemment, l'ambassadeur chinois et ses hommes furent vite décapités. Car la Chine ne le savait pas, mais à ce moment-là, le Japon était en pleine guerre civile. La lettre arriva cependant entre les mains du prince Kanenaga, commandant militaire de la cour du Sud. En 1371, Kanenaga envoya alors des ambassadeurs en Chine afin de discuter du tribut. Ouais, sauf que lorsque les ambassadeurs chinois arrivèrent au Japon, ils se rendirent compte que non seulement Kanenaga n'avait pas l'autorité nécessaire, mais en plus il n'avait pas les moyens de payer le tribut. Qui plus est, au même moment, un rebelle chinois demanda de l'aide au Japon qui envoya 400 samouraïs déguisés en ambassadeurs avec des sabres cachés dans de grandes bougies
pour faire la peau à l'empereur Ming. Mais cette tentative échoua et la Chine coupa tout lien avec le Japon. Mais en 1390, le shogun Ashikaga Yoshimitsu paya le tribut. Les relations diplomatiques entre la Chine et le Japon furent alors rétablies et les Ming surnommèrent Ashikaga le roi du Japon. Il put alors naviguer en mer de Chine, mais pour cela, il fallut qu'il freine l'activité de ces maudits pirates. Cela permit dans un même temps au Sceau de Tsushima de refaire la paix avec la Corée. Le Japon des Ashikaga permit alors au pays de retrouver des échanges commerciaux florissants pendant toute la première moitié du XVe siècle. Et oui, car en 1467 éclatera la guerre d'Onin, conflit qui ouvrira sur la période Sengoku, dit des royaumes combattants, 1467-1615. C'est un joyeux bordel à ce moment-là, car les daimyo les plus puissants se foutent sur la gueule et le pouvoir central est incapable de rétablir l'ordre dans le pays. Les daimyo qui habitaient en bord de mer se lancèrent alors dans la piraterie pour pouvoir contrer les voisins et pouvoir débarquer n'importe où, n'importe quand. Si dans tout ce micmac il y avait bien des wako, il y avait aussi des samouraïs déguisés en wako, les corsaires japonais. Mais chasser les habitudes, elles reviennent au galop. C'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, entre 1506 et 1509, les raids reprirent sur la Corée depuis Tsushima. Oui, encore. Ah, c'est rebondissement sur rebondissement avec les wako, hein. Mais au moins on se fait pas chier. En 1544 et en 1555, de bons gros raids des familles de 70 bateaux reprirent sur la Corée. Ils devaient être fatigués les Coréens, putain. Si fatigués qu'en 1555, l'expédition fut un réel fiasco. L'armée coréenne attendait les wako au tournant et ils les ont tous zigouillés sans exception. Ce que les habitants de Tsushima ont d'ailleurs vécu comme une humiliation. Bon, après 2 raids en une si longue période, les Coréens ils se sont dit ça va. Blasés les mecs. Enfin, ce qu'ignoraient les Coréens, c'est que les rois pirates, il y avait des rois pirates. Bref, les rois pirates, tellement classe, se foutaient royalement sur la gueule et la Chine subissait le plus gros des attaques. Une vraie éponge la Chine. En 1548, la Chine, ne recevant pas le tribut de la part du Japon, coupa encore une fois tout lien avec l'archipel. Ah, décidément, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis entre ces deux-là à l'époque. Il faut dire qu'entre 1540 et 1550, il n'y avait eu que 25 raids wako. Entre 1551 et 1560, il n'y en avait eu, tenez-vous bien, 467. En 9 ans. Évidemment, ça s'explique avec la logique des échanges commerciaux. Plus de pouvoir central, plus de commerce autorisé, donc contrebande. Mais attention, il y a du niveau, puisqu'ils ont level up les mecs. Maintenant, il y a aussi des Chinois chez les wako. Les équipages comptaient alors en moyenne 3 Japonais pour 10 Chinois. Mais comment cela se fait-il, me direz-vous? Eh bien, il se trouve que les Chinois avaient aussi leurs propres pirates, les terribles Haidao. Plus nombreux que les wako, ils firent alors une alliance au profit de tous. Par ailleurs, les pirates chinois qui souhaitaient bâtir un empire sur les mers firent bien accueillis par les daimyo qui leur permirent d'installer leur base sur des îles japonaises. Le grand capitaine Wang Zi, retenez ce nom, s'installa sur l'île de Hirado. Cette super alliance étendit le terrain d'activité des wako qui allait alors du Japon jusqu'à la mer du sud de la Chine. En 1511, les Portugais débarquent à Malacca et fondent la ville de Macao. À l'époque, ils étaient le nec plus ultra des navigateurs et commerçants européens. Aussi réussirent-ils à décrocher un accord commercial pour s'établir à Guangdong en 1513. Mais en 1523, ils en furent chassés car leurs ambassadeurs s'adonnaient à la piraterie. Les vilains. En 1540, les Portugais étaient si bons dans le game de la piraterie qu'ils avaient leur propre base sur un îlot au large de Ningbo, sous la houlette des frères Shu, des grands rois pirates dont Wang Zi, je vous avais dit de retenir ce nom, établi à Hirado, n'était qu'un des capitaines. Le repère sino-japonais se nommait Liampu et était devenu un passage obligatoire pour les entrepreneurs chinois et japonais qui souhaitaient établir des relations durables. En 1548, les Ming envoyèrent Zhu Wan, gouverneur de Zhejiang, à la tête d'une force militaire qui rasa complètement la base sino-portugaise. Ils se gargarisèrent de leur exploit, bien évidemment, mais ce ne fut pas sans conséquence puisque cette unique base permettait de surveiller un tant soit peu les pirates. Mais suite à l'attaque, toutefois, ils multiplièrent les transits et les bases au Japon. Des armées de samouraïs carrément étaient alors déployées et la piraterie atteint alors son apogée. Puisqu'en diversifiant ainsi leurs activités, ils étaient accueillis aussi bien au Japon que dans les colonies portugaises. Par ailleurs, si le terme wako était toujours utilisé, bon, faut dire qu'ils ont fait sensation les mecs, hein, le fait est que les Japonais n'étaient plus très présents parmi les équipages, ou du moins, ils n'étaient plus majoritaires. En 1567, les Ming, qui décidément ne savaient absolument pas ce qu'ils voulaient, réautorisèrent le commerce avec le Japon. Cette décision mit fin à la piraterie en mer de Chine. Cela dit, les marchands chinois ne pouvaient pas blairer les Japonais, aussi envoyèrent-ils les Portugais faire le chemin à leur place. Ainsi, les Portugais purent sérieusement mettre un pied sur l'archipel japonais, mais je pense qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Pendant ce temps, les wako continuèrent leur activité dans l'archipel nippon. Mais contrairement à leur début, ils étaient maintenant de puissants clans. La plupart des daimyo, rappelez-vous ceux qui avaient une province avec un accès à la mer, utilisaient désormais les wako. Les wako durent donc peu à peu reconnaître la souveraineté de leurs daimyo. Ils bâtirent ainsi des clans avec leur propre nom et obtinrent même des châteaux en bord de mer. Finalement, ils s'embourgeoisèrent et intégrèrent par le bas les castes dirigeantes de la société.
Ah, ils se sont mis bien les mecs. C'est un peu comme les rappeurs d'aujourd'hui qui commencent dans les banlieues et finissent sous le feu des projecteurs. La famille Mori, par exemple, hébergea de nombreux rois pirates sur les îles de Noshima, Kurushima et Inoshima. En 1555, les Mori remportèrent la bataille de Miyajima grâce à leur stratège naval. Ils purent ainsi s'emparer de la partie la plus à l'ouest de Honshu. Par la suite, les Mori et les Murakami, une autre famille célèbre de l'époque, défièrent le plus badass des daimyo, Oda Nobunaga. Il soutenait en fait la révolte de l'armée bouddhiste du peuple, les Ikko-Ikki, en les approvisionnant à Osaka et en combattant pour eux sur les mers en 1576 et 1578. En 1591, avec la réunification du Japon sous Hideyoshi Toyotomi, l'interdiction du port d'armes parmi la population non samouraï permit de pacifier le pays. C'est le fameux édit Katanakari de 1588, dit de la chasse au sabre. Cet édit est très connu, mais un autre édit promulgué le même jour est moins célèbre. Un édit qui ordonne aux daimyo de faire la chasse aux wako, avec interdiction totale de les héberger, sous peine de se voir confisquer leur fief. Toujours en 1591, l'édit shogunal dit de séparation cloisonna la société en classes rigides, ne permettant plus à quiconque qui n'était pas samouraï de prendre part à un conflit. Cette loi était en fait un subtil calcul pour obtenir des revenus stables et préparer une guerre en Corée, tout en se débarrassant au même instant de ces maudits wako. Sous prétexte donc de venger l'honneur de ces wako qui se sont fait déboulonner la gueule en 1555, Hideyoshi ordonne l'invasion de la Corée. Il engagea alors tous les wako, en fit des samouraïs et les envoya se battre outre-mer. Alors on ne trouve au Japon aucune trace historique de ces événements, mais en Corée et en Chine, les témoignages sont nombreux. On parle de raids, de pillages, de viols, d'incendies, bref, toutes ces méthodes sont en effet celles des pirates. Les frères Murakami et Kame Korenori furent les seuls daimyo à prendre part à l'invasion, ayant derrière eux un long pédigré dans la piraterie. Alors même si on ne parlait plus de wako, mais de suigun, littéralement armée maritime, ce fut toutefois pour la Corée le retour des cauchemars du passé. Les suigun rentrèrent au pays 6 ans plus tard, après une campagne catastrophique, et combattirent contre les Tokugawa, qui devinrent les nouveaux et derniers shoguns du Japon. Après leur défaite contre les Tokugawa, les suigun devinrent des Ronin, des samouraïs sans maître. Ronin signifie homme errant, mais il peut aussi signifier homme de la vague, intéressant lorsque l'on connaît leur passif de wako. Certains se remirent d'ailleurs à la piraterie, mais ils ne pouvaient plus prétendre à la Corée ni à la Chine, car ils avaient perdu toute crédibilité en mer de Chine et furent remplacés par des bandes sino-hispano-portugaises qu'il leur était impossible d'intégrer et avec lesquelles ils ne pouvaient pas rivaliser. Aussi mirent-ils les voiles sur l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge et Siam, ainsi que sur l'île aux épices, l'Indonésie. En 1605, le gouverneur espagnol des Philippines envoya l'armée se débarrasser des wako de peur qu'ils n'envahissent ces provinces. La même année, et pour la première fois, un navire de l'Union Jack se fit attaquer par des pirates japonais. Un certain John Davis fut alors le premier anglais à mourir des mains des wako. Par peur de se retrouver avec un phénomène de piraterie incontrôlable, mais aussi par peur de se faire coloniser et convertir au christianisme comme les autres pays asiatiques, le shogun Tokugawa déclara l'édit de Sakoku en 1639, soit la fermeture totale des frontières japonaises, à l'exception de quelques ports bien contrôlés. Cet édit signa la fin brutale des terribles wako. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez les pouces bleus, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de format un peu plus long ou si vous préférez que je revienne à des formats plus courts, et surtout, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo tout autour de vous pour aider la chaîne un maximum, et sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jamais.